Une deuxième session sur les surcotes extrêmes. J'ai eu des consignes strictes sur la tenue des délais, donc c'est 20 minutes par présentation et puis un petit temps de questions qu'on aura au bout de 2 présentations et puis après la troisième présentation. On démarre donc tout de suite avec Thomas Bulto et une présentation sur l'information historique dans les statistiques des niveaux d'eau extrêmes. Merci Claire-Marie. Je vais vous présenter en fait une méthode qui permet d'intégrer au sein d'analyses en niveau extrême de l'information historique, comme on a pu le voir ce matin, de l'information historique qui peut être parfois partielle. Alors ma présentation se décline ainsi. Je vais présenter d'abord un peu le contexte et l'origine de la démarche avec un bref rappel sur l'analyse en valeur extrême pour ceux qui ne sont pas forcément familiarisés avec ce domaine. L'apport des données historiques dans ce contexte, la présentation de la méthode, et puis un cas d'application à La Rochelle. Alors l'analyse en valeur extrême, qu'est-ce que c'est? C'est une analyse fréquentielle. On va s'intéresser à la fréquence d'apparition d'un événement à partir d'un historique de données observées ou simulées. Et pourquoi on a besoin de faire ce type d'analyse? Eh bien pour, par exemple, dimensionner des dispositifs offshore ou bien des ouvrages de défense contre la mer ou des ouvrages côtiers en général. On a besoin que nos structures résistent à des assauts de la mer extrêmes. Donc on a besoin de calculer ces valeurs extrêmes. Dans les études de risque également pour créer des scénarios de submersion. Dans le cadre des plans de prévention des risques, notamment, l'événement de référence, c'est souvent l'événement de période de retour 100 ans. Donc on a besoin de calculer voilà, ces valeurs extrêmes. Et on le fait comment en fait? Eh bien, grâce à une théorie mathématique qui s'appelle la théorie des valeurs extrêmes, qui décrit le comportement asymptotique de variables lorsqu'elles sont maximales. Et une fois qu'on a cette théorie mise en place, on peut extrapoler, aller calculer des valeurs pour des périodes de retour supérieures à nos durées d'observation qui sont bien plus courtes, comme on a pu le voir tout au long des présentations précédentes. Alors pour aller un peu plus loin dans le comment, une rapide présentation succincte, mais pour fixer les idées. On a une série temporelle de notre variable d'intérêt, ça peut être donc une série marégraphique de niveau d'eau. Une méthode classique consiste à sélectionner ensuite un échantillon, rééchantillonner notre série avec des maxima, donc on va fixer un seuil U au-delà duquel on va prendre les maxima de chaque événement qui dépasse ce seuil. Et à partir de cet échantillon de maxima, on va ajuster une loi mathématique, une distribution de probabilité, en l'occurrence la loi GPD, donc distribution de Pareto généralisée, qui a cette forme un peu barbare. C'est une loi à 2 paramètres, donc ajuster cette loi, ça consiste à trouver les valeurs des paramètres sigma et xi les plus adéquates pour représenter nos données. Alors la loi GPD, je l'ai remise ici en plus grand. Une fois qu'on a ajusté cette loi, classiquement, on regarde graphiquement nos valeurs de retour en fonction de la période de retour. Pour ça, on a besoin donc de transformer cette probabilité en période de retour. Donc on le fait à travers cette équation où on relie donc nos valeurs d'intérêt xt en fonction de la période de retour t. La période de retour, c'est une période durant laquelle l'événement d'intérêt survient en moyenne une fois. Lambda, c'est le nombre d'événements par an. Une fois qu'on a résolu cette équation, on peut représenter sous la forme d'un graphique la valeur de retour en fonction de la période de retour. Alors comme on a ajusté, en général, classiquement, on a une estimation de nos paramètres sigma et xi, qui sont représentés par la lettre θ ici. On a une courbe, la courbe en trait plein, et puis on associe à cette courbe des intervalles de confiance qui caractérisent l'incertitude d'échantillonnage de nos données. Plus on a de données, plus l'incertitude est réduite. Et une fois qu'on a ajusté cette loi, donc on va pouvoir aller calculer pour une période de retour par exemple centenale, on va aller chercher, lire sur la courbe directement la valeur qui nous intéresse. Plus on va extrapoler sur des périodes de retour élevées, plus les incertitudes vont être importantes. Donc voilà pour le bref rappel. Les problèmes qu'on rencontre dans l'analyse classique en valeur extrême, on en a plusieurs. Hein. Le principal, c'est que les séries temporelles dont on dispose dans les marégraphes sont des séries temporelles courtes.
On l'a vu dans la présentation de Déborah tout à l'heure, par exemple, sur les ports de France, à part à l'exception de Brest, où on a 150 années de données. En général, on a 30 à 40 années de données. Ça nous limite en fait sur la période justement de retour maximale que l'on peut considérer. On a également parfois des valeurs aberrantes, ce qu'on appelle des hors-seins, donc des points qui sortent vraiment de l'ordinaire par rapport au reste des observations. Ça rajoute des incertitudes. Et puis on a aussi parfois des données manquantes, des trous dans l'enregistrement des marégraphes, les marégraphes qui tombent en panne pendant des tempêtes par exemple, et donc justement qui nous empêchent d'avoir des données. Donc tout ceci génère des incertitudes. Et alors pour donner juste un exemple, voilà la série temporelle marégraphique horaire au port de la Palisse, donc à La Rochelle, des niveaux d'eau. Donc on voit, on a des données depuis 1941 jusqu'à 2013, mais on a des gros trous dans nos données. Et puis on a aussi cet événement, donc la tempête Xynthia en février 2010, qui a généré un niveau de plus de 8 mètres, un niveau qui n'avait donc jamais été observé, mesuré par le marégraphe depuis sa mise en service. Ce qui fait que si on fait une analyse classique directement sur cette série, eh bien on se retrouve avec, par exemple, le graphe de droite. Et donc on a des incertitudes énormes et on ne sait pas trop quoi dire par rapport à notre ajustement et aux valeurs extrêmes que l'on peut calculer à partir de cette loi. Donc pour résoudre ce problème, l'idée c'est de pouvoir allonger la série, de couvrir les trous ou d'augmenter la représentativité de l'or-sein dans l'échantillon. Et donc une des méthodes, c'est d'aller regarder ce qui s'est passé dans le passé. Donc avant la période de mesure marégraphique, on a eu de nombreux épisodes violents qui ont généré des submersions, comme on a pu le voir dans les présentations précédentes. Donc on a beaucoup d'archives, hein, je ne vais pas revenir là-dessus puisque ça a été extrêmement bien détaillé par nos historiens ce matin. Donc des cartes postales par exemple qui nous montrent des niveaux d'eau, enfin des rues inondées, donc ça donne des indications sur les niveaux d'eau qui ont pu être atteints pendant des tempêtes. Donc on a des photos, on a aussi de nombreux textes d'archives. Là de nouveau un exemple, donc par exemple, le 23 janvier 1890, hein, dans le courrier de La Rochelle, où on peut lire que la mer a dépassé de plus de 20 cm le couronnement des quais du Vieux-Port de La Rochelle. Donc on sait que pendant cette tempête, le niveau d'eau a atteint au moins l'altitude des quais du Vieux-Port de La Rochelle. C'est une information partielle, on n'a pas la valeur exacte du niveau atteint, mais c'est une information capitale et qui peut être intégrée dans la méthode que je vais vous présenter maintenant. Donc c'est une méthode qui est en fait adaptée de travaux sur l'inondation fluviale. Quel type d'informations historiques déjà on peut rencontrer? On peut rencontrer donc, des valeurs exactes, c'est très rare. La plupart du temps, on a des informations de type borne inférieure. On sait que le niveau a atteint au moins telle altitude. On peut aussi rencontrer ou encadrer certains niveaux dans un intervalle. Donc voilà le type d'information historique. Maintenant, classiquement, dans l'approche classique, on va dire, pour faire une analyse en valeur extrême, comme je disais tout à l'heure dans mon préambule, on a des observations marégraphiques, on rééchantillonne notre série temporelle avec une méthode POT, et puis à partir de là, on va ajuster une loi GPD, distribution de généralisée de Pareto. On peut le faire classiquement par la méthode du maximum de vraisemblance, donc on calcule une fonction de vraisemblance, et puis on va chercher à maximiser cette fonction, trouver les valeurs des paramètres sigma et xi qui vont maximiser cette fonction. Dans la nouvelle approche que je vous présente ici, on va de nouveau calculer une fonction de vraisemblance, mais on va incorporer l'information historique dans cette fonction de vraisemblance, et puis on va pas seulement chercher à calculer notre meilleure estimation des paramètres sigma et xi, on va chercher à caractériser l'incertitude de manière plus générale, donc à obtenir la distribution intégrale, la distribution de probabilité de ces paramètres sigma et xi. Et on le fait ça grâce à un cadre bayésien qui est bien adapté à la caractérisation des incertitudes. Et en fait, pour faire simple, donc la distribution de θ qu'on appelle la distribution a posteriori, elle est directement reliée à la fonction de vraisemblance par le théorème de Bayes que j'ai rappelé ici. Et donc sans rentrer dans les détails, ensuite on utilise un algorithme, une simulation de Monte-Carlo à base de chaînes de Markov, MCMC,
qui permet d'échantillonner cette distribution a posteriori pour obtenir voilà, cette distribution des paramètres de la loi GPD. Donc on caractérise vraiment toute l'incertitude sur ces paramètres à partir de nos données. Alors l'avantage de cette approche bayésienne, c'est qu'elle permet de calculer une distribution de probabilité prédictive de nos résultats. Donc j'ai présenté tout à l'heure l'approche classique avec une estimation unique des paramètres θ qui nous donne une loi, la loi la courbe rouge en trait plein sur le graphe de gauche. On associe des intervalles de confiance pour caractériser l'incertitude sur nos données. Si je devais interpréter donc, le graphe de gauche, pour donner un exemple, on dirait par exemple la meilleure estimation du niveau qui est dépassé en moyenne une fois tous les 50 ans, si on considère la période de retour 50 ans, c'est 7,50 m, et un intervalle de confiance à 95%, par exemple. Pour ce niveau, c'est 7,38 m. Dans la distribution prédictive, puisqu'on a accès à l'intégralité de nos incertitudes sur les paramètres sigma et xi, on va pouvoir intégrer, pondérer la valeur de probabilité de notre loi GPD, donc représentée par Granger ici, par la distribution a posteriori des paramètres f de θ. Donc on le fait dans cette équation ici. Et comme on a intégré toute l'incertitude dans un seul calcul, on n'a plus d'intervalle de confiance, on a une seule courbe. Et c'est une distribution prédictive, puisque l'interprétation, pour faire le pendant hein, de l'exemple de gauche, l'interprétation, ce serait celle-ci. Étant donné toute l'information disponible dont je dispose à cet instant, il y a une probabilité 1 sur 50, donc 0,02, que le niveau maximum de l'an prochain dépasse 7,60 m. On est bien dans de la prédiction, puisqu'on a intégré toute l'information qu'on avait à un instant T. Alors, je vais passer sur ces aspects de la méthode qui décrivent la fonction de vraisemblance. C'est un peu technique. Juste un point. Jusqu'à présent, on considère, enfin, pour une analyse en valeur extrême classique, il faut qu'on ait une hypothèse de stationnarité de nos données. Dans le cas de niveau d'eau, ce n'est pas le cas, puisqu'on a notamment l'élévation du niveau moyen de la mer au cours du temps. Donc il faut corriger en fait nos données systématiques, nos données marégraphiques et nos données historiques de cette élévation du niveau moyen de la mer. Je vais passer maintenant à l'application donc sur le port de La Rochelle. Alors en termes de données marégraphiques, on dispose de 30 ans de données cumulées de 1941 à 2013. Et puis pour la période historique, on a recensé 8 événements qui ont submergé donc, le vieux port de La Rochelle depuis 1890. Donc notre seuil de perception, ça a été l'altitude des quais. On sait que pour ces 8 événements de type borne inférieure, on sait que le niveau d'eau a au moins atteint l'altitude des quais du vieux port de La Rochelle. Donc les 8 événements sont recensés ici. On s'est basé sur deux analyses d'archives assez complètes. L'altitude des quais, on l'a calculée à partir de levée lidar. Donc on a fait une moyenne sur tous les points tout autour du quai du Vieux-Port, et on a trouvé donc une moyenne de 7,10 m par rapport au zéro hydrographique. La dernière étape, c'est de corriger nos données donc de l'élévation du niveau moyen de la mer, comme je le disais précédemment. On a calculé une tendance sur les données marégraphiques, une tendance donc, de 1,9 mm par an. Et puis en faisant l'hypothèse que l'élévation du niveau de la mer à La Rochelle est similaire à la tendance globale, eh bien on peut prendre des taux plus anciens, globaux, pour appliquer à notre site à La Rochelle. Donc pour le 1890 à 1935, on a utilisé un taux dans une publication de Church and White. Donc, lorsqu'on rapporte toutes ces données à un niveau de référence, par exemple le niveau de référence de l'année 2010, eh bien, par exemple, dépasser l'altitude des quais, donc dépasser 7,10 m en 1890, ça revient à dépasser 7,29 m en 2010. Donc cette correction est vraiment, vraiment importante pour ne pas sous-estimer le risque. Alors je vais vous présenter deux résultats à partir de deux questions qu'on peut se poser. Le premier, c'est le niveau d'eau atteint pendant Xynthia à La Rochelle est-il réellement un orsin? Vous vous doutez peut-être de la réponse, mais si on compare deux cas, à gauche on a les données marégraphiques jusqu'à la fin de l'année 2010,
et à droite également, mais sans information historique à gauche et avec nos 8 événements historiques à droite. Donc on va dire le graphe de gauche, c'est classiquement ce qu'on pourrait, voilà, ce qu'on fait dans l'analyse classique. Pour les légendes, la courbe rouge avec ses intervalles de crédibilité, équivalent à l'intervalle de confiance dans le cadre bayésien, c'est donc obtenu par une méthode de maximum de vraisemblance, par exemple. Et puis la courbe noire, c'est notre courbe prédictive dans le cadre, grâce à notre cadre bayésien. Donc on voit que dans le cas de gauche, ici, les incertitudes sont énormes et on ne peut pas dire grand-chose sur la pertinence de notre ajustement. Et notamment pour calculer la période de retour de Xynthia, c'est très compliqué. À droite, quand on rajoute nos 8 événements historiques, on réduit grandement l'incertitude, on le voit par rapport aux intervalles de confiance, de crédibilité qui sont bien plus étroits. Et puis visuellement aussi, le Xynthia n'apparaît plus forcément comme un hors-sein. On calcule une période de retour estimative standard, donc sur la courbe rouge, de 220 ans environ. C'est un ordre de grandeur. Une deuxième question, aurait-on pu prédire la probabilité annuelle de dépassement d'un tel niveau d'eau avant 2010, donc avant que la tempête ne se produise? On va considérer 3 cas pour répondre à cette question. Les 2 premiers cas, on utilise les données marégraphiques jusqu'à la fin de l'année 2009, donc sans l'année 2010 où Xynthia s'est produite, sans information historique à gauche, avec information historique au milieu. Et puis le troisième cas, c'est celui qu'on a vu jusqu'à présent, juste avant. Toutes les données systématiques marégraphiques jusqu'à la fin de 2010 avec les données historiques. Donc si on regarde le graphe de gauche, ce qu'on peut voir, c'est que la courbe estimative standard, donc en rouge, elle est bornée. Donc on a une valeur maximale qui est prédite par notre loi théorique. Et cette valeur maximale, il se trouve qu'elle est inférieure au niveau d'eau atteint pendant Xynthia, donc qui était de plus de 8 mètres. Donc on voit bien ici la limite d'utiliser que nos données marégraphiques récentes. Xynthia n'aurait pas dû se produire si on utilisait voilà, cette loi. En revanche, si on considère la courbe prédictive en noir, on a environ une chance sur 1000 pour qu'en 2010, on ait un niveau d'eau max sur l'année 2010 qui atteint ou dépasse celui de Xynthia. Lorsqu'on ajoute nos événements historiques, donc on voit déjà que la courbe estimative standard, elle n'est plus bornée, elle est plus bornée. Et on estime une période de retour classique de 500 ans environ pour le niveau d'eau de Xynthia. Et si on regarde la courbe prédictive, cette fois on a une chance sur 270 environ d'avoir un niveau d'eau qui atteint au moins celui de Xynthia en 2010, pour 2010. Donc on voit qu'on a 5 fois plus de chances de prédire, on a prédit avec 5 fois plus de chances un niveau d'eau comme celui de Xynthia par rapport au cas où on n'a pas utilisé l'information historique. Et enfin, pour comparer avec le dernier cas, donc déjà on voit que les courbes sont très similaires entre le cas du milieu et le cas de droite où on utilise toute notre information marégraphique, donc ce qui montre aussi la robustesse de la méthode. Et si on regarde, si on se souvient donc de l'estimation standard de la période de retour de Xynthia qui était de 220 ans, donc ça veut dire que la probabilité annuelle de dépasser un niveau d'eau comme Xynthia, c'est une chance sur 220. En 2009, fin 2009, avec les informations historiques, on prédisait donc une chance sur 270. Donc on est dans les bons ordres de grandeur pour prédire cette probabilité annuelle de dépassement. Donc pour conclure, je rappelle les 2 principaux résultats. Donc c'est pour ce cas particulier à La Rochelle. L'utilisation de l'information historique, ça a permis de relativiser le caractère d'hors-sein du niveau d'eau enregistré pendant Xynthia. Et on a vu aussi que les incertitudes associées ont été grandement réduites. Sans Xynthia, l'utilisation de l'information historique disponible permet de prédire le borne ordre de grandeur de la probabilité annuelle de dépassement d'un tel niveau. Et on a effectivement aussi des limites et des incertitudes sur cette méthode. En particulier, on a supposé que la série marégraphique au niveau du port de la palisse, donc disponible sur le site datashom.fr, donc ici, c'était comparable avec les informations qu'on avait au vieux port de La Rochelle, les informations historiques. Le vieux port de La Rochelle est ici, donc on a 5 km d'écart ici, et puis sûrement des effets de site. Donc c'est une hypothèse qu'on a faite, mais ça mériterait d'être fouillé pour voir effectivement si on peut comparer, si on a le même niveau aux 2 endroits. L'estimation du seuil de perception, donc c'est l'altitude des quais, on a fait une moyenne
sur les points autour du quai, mais ça reste une moyenne, donc il y a une incertitude associée à ce niveau. Classiquement, lorsqu'on a juste une loi GPD, on a la question de la subjectivité du choix du seuil U pour sélectionner nos échantillons de maxima. Donc ça, c'est une incertitude classique en analyse des valeurs extrêmes. Et puis, la variabilité saisonnière et la variabilité interannuelle qui n'ont pas été prises en compte ici. Alors, on peut s'affranchir souvent de la variabilité saisonnière si on prend un seuil U suffisamment haut. En général, du coup, on se concentre sur la période hivernale. Mais celle de la variabilité interannuelle, elle est plus délicate à prendre en compte. En termes de perspective, ça serait de quantifier l'offset qu'il peut y avoir entre les deux points. D'utiliser l'approche bayésienne dans le cadre d'un calcul indirect des niveaux d'eau extrêmes. Là, ce qu'on a fait, c'est une approche directe, c'est-à-dire qu'on a directement ajusté une loi statistique sur des niveaux d'eau, sans séparer le signal déterministe, qui est la marée, et le signal aléatoire, qui est la surcote. C'est quelque chose de très difficile à faire dans le cadre de l'information historique, puisque les données qu'on peut avoir sont en termes de submersion, les données qualitatives en termes de submersion, donc on n'a pas d'informations sur la surcote. Donc c'est une limite. Une autre perspective, c'est d'intégrer différentes sources de données, modèles, informations historiques, observations, avec leurs propres incertitudes. Le cadre bayésien mis en place dans la méthode permet de prendre en compte ces différentes sources d'incertitudes et aussi peut-être prendre en compte aussi la variabilité interannuelle. Je vous remercie de votre attention.